Je vais commencer par évoquer un ouvrage qui a été écrit en 1991 par un critique allemand, Wolfgang Iser. L'ouvrage s'appelle « L'imaginaire et le fictif ». Et dans cet ouvrage, Wolfgang Iser propose une définition de la littérature comme assemblage entre, d'une part, une structure de pensée neutre, qu'il appelle l'imaginaire, et d'autre part, une intention de mise en récit, ce qu'il appelle le fictif. Cet assemblage littéraire, selon lui, s'effectue sur le mode du jeu, J-E-U, et dévoile ainsi une extrême variabilité dans ses combinaisons. Alors, cette théorie de la littérature comme interface en perpétuel renouvellement peut être rapprochée du processus même d'imagination, tel que le décrit notamment Castoriadis, et qui est selon lui inhérent à l'activité humaine. Petite citation de l'imagination selon Castoriadis. Cette détermination, donc l'imagination, est cette détermination essentielle des sujets qui est capacité d'ignorer le réel, de s'en détacher, de le mettre à distance, d'en prendre une vue autre que celle qui s'impose, de lui donner un prolongement irréel, de faire exister le possible. Donc c'est en partant de cette définition et en considérant l'activité littéraire comme mise en forme textuelle du processus d'imagination que j'aimerais parler de deux romans français contemporains qui, en utilisant les ressources du surnaturel, construisent un univers fictionnel qui joue sur la mise en scène du réel et de l'irréel. Je précise que j'utilise ici le terme de réel dans sa définition comme élément hors du texte, qui précède le texte, et non pas comme élément fictionnel de nature réaliste. Et au contraire, j'emploie le terme de surnaturel comme construction fictionnelle dans le texte, et non pas comme des événements surnaturels qui pourraient se produire dans la réalité. Donc les deux auteurs dont je vais parler, Antoine Volodine et Christian Garcin, sont deux auteurs français qui sont respectivement nés en 1950 et 1959. Ils partagent un univers littéraire particulièrement riche, dans lequel les chamans, les sorciers, les fantômes se mêlent de manière intime à la description de notre monde contemporain. Les livres de Garcin sont le plus souvent dédiés au voyage, intérieur comme extérieur, et les personnages se lancent en quête d'eux-mêmes à travers les continents, en passant par la Chine, la Sibérie, la Patagonie. L'univers de Volodine, lui, est plus sombre. Il est hanté par les ruines d'une utopie égalitariste et décrit un monde post-apocalyptique dans lequel les voix se démultiplient pour continuer à faire exister la communauté des survivants envers et contre l'ennemi capitaliste. Donc on s'inscrit dans une ligne idéologique assez visible chez Volodine. Les thèmes de l'identité, de l'espace-temps et du métissage entre réalité et fiction sont au centre de leurs œuvres, et ce sont donc ces thèmes-là qui vont guider mon analyse aujourd'hui. J'ai choisi de travailler en particulier sur deux romans, La piste mongole et Terminus radieux, d'une part parce que ces romans présentent de nombreuses ressemblances qui peuvent servir de point de comparaison, et d'autre part parce que ces romans ont été écrits à peine 5 ans d'écart en France, et ils s'appuient donc sur un même cadre référentiel. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer aujourd'hui de montrer comment ces deux romans s'inspirent des nouvelles mutations de notre monde contemporain pour recréer, à travers le surnaturel, un univers marqué par l'hybridité au double sens étymologique du terme. Le terme de hybride, qui vient du latin hybrida, renvoie à la notion de croisement, de mélange entre deux espèces, tandis que la superposition de l'étymologie grecque, hubris, développe l'idée de démesure, d'excès, de violence. De fait, cette dernière définition de l'hybridité s'accorde bien avec la notion de surnaturel, puisque, selon Schelbourg, le surnaturel, c'est ce qui dépasse, ce qui transgresse l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire ici l'entendement humain, l'entendement rationnel. Donc, l'emploi parallèle de l'hybride et du surnaturel me semble donc particulièrement à même de recréer un imaginaire ambivalent, à l'instar d'un monde réel lui-même perçu comme entité instable, effrénée, équivoque. Alors, le motif de l'identité, tel qu'il apparaît sous la plume des deux auteurs, se laisse rapprocher d'une conception récente de l'identité qui est parfois qualifiée de postmoderne, bien que le terme postmoderne soit lui-même difficile à définir. Mais
À l'époque donc de la mondialisation généralisée, du métissage des cultures, il paraît toujours plus difficile de s'accorder sur une définition de l'identité comme un concept stable et immuable. Et par exemple, l'unité supposée du pronom personnel « je », que Paul Ricoeur décrivait comme un terme vacant et voyageur, se fragilise. On assiste à une fragmentation de l'individu en plusieurs noyaux identitaires composites, instables, parfois même incompatibles. Et l'individu contemporain se manifeste comme étant un être pluriel, hybride, dont l'essence, dont l'origine reste indéfinissable. Chez Garcin et Volodine, l'imaginaire du surnaturel vient exacerber cette tension en faisant intervenir différents types de procédés littéraires. Un premier procédé, qui est utilisé surtout dans le livre La piste mongole, c'est l'usage récurrent de la polyhonomie. Les personnages portent chacun plusieurs noms, au point de créer une légère déstabilisation chez le lecteur. C'est le cas, par exemple, d'une vieille femme chamane qui s'appelle alternativement Surgundu, Baba Yaga, Baobo, Shoshana Stevens, Koshai l'immortel, Ulin Bia ou encore Deidre Vomak. Donc cette démultiplication des noms fait écho en plus à une indétermination sexuelle et culturelle. Cette femme chamane, Surgundu, est le plus souvent une femme, mais parfois aussi un homme, et elle vient, ou il vient, aussi bien de la Mongolie que de la Finlande, de New York ou encore de la Chine. Chez Volodine, cette pratique de la polyhonomie se radicalise et devient une véritable hétéronymie qui touche au nom même de l'auteur. En effet, Antoine Volodine est un pseudonyme, ce n'est pas son prénom réel, et c'est un pseudonyme que l'auteur utilise parmi d'autres pour former ce qu'il appelle une communauté post-exotique, une communauté fictive d'écrivains, une communauté réelle d'écrivains fictifs, qui compte aujourd'hui 4 écrivains, Lutz Bassmann, Elie Kronawa, Manuela Draga et Antoine Volodine. Donc, cette communauté post-exotique illustre ce qu'on pourrait appeler une polycéphalie octoriale qui se développe chez Garcin, non pas au niveau de l'auteur, mais au niveau des personnages. Dans un deuxième temps, les deux livres développent des scènes de métamorphose qui viennent fragiliser la conception d'une identité corporelle stable. Dans Terminus radieux, les personnages évoluent dès le début du livre dans un environnement hostile, marqué par un taux de radiation nucléaire effrayant qui affecte gravement l'ordre biologique des personnages. Le personnage de Sami Hashmit, par exemple, est affecté par des métamorphoses occasionnelles, récurrentes, lors desquelles les contours de son corps se dissolvent pour devenir finalement pure plasticité. Je cite, « Elle s'étire, donc elle, Sami Hashmit, elle s'étire, elle s'élargit, elle gonfle, et en quelques secondes, là où il y avait une fille fatiguée ou nerveuse, il n'y a plus qu'une masse mouvante, une masse indescriptible faite de plumes noires, de tourbillons noirâtres et de sifflements stridents. Sami Hashmit s'étend, elle n'a plus de limite, sur des centaines de mètres, elle crie et laisse ruisseler sa colère, sa rage, elle secoue les arbres, sur des centaines de mètres, nuit et forêt hurlent de façon assourdissante. » Les passages que j'ai soulignés sur le PowerPoint montrent tout à fait le caractère instable qu'acquiert l'identité dans cette métamorphose. Non seulement instabilité physique, puisque Sami Hashmit est à la fois une femme, un animal et un monstre gigantesque, mais aussi instabilité temporelle, puisque la métamorphose ne se solde pas par l'acquisition d'une forme définitive, mais nous montre au contraire un processus en perpétuelle évolution. Il ne s'agit plus dès lors d'une hybridation de la combinaison ou de la juxtaposition, mais d'une hybridation de la dégénération, de la déformation, au plus proche donc de son étymologie grecque. Enfin, Garcin et Volodine mettent en scène un noyau identitaire dont l'origine est toujours disséminée, au sens déridien du terme de dissémination, c'est-à-dire comme déviation, décentralisation ininterrompue du concept même d'origine. Au niveau de la fiction, nous assistons à une mise en abîme infinie des voix. Celle des personnages, on rejoint là peut-être la communication de Bertrand Gervais, celle des personnages se mêlent à celle des narrateurs, qui se mêlent à celle des auteurs, et toutes ces voix s'interrompent les unes les autres pour se raconter et s'écrire mutuellement dans un tourbillon textuel, dans une spirale textuelle qui s'affranchit de toutes les différenciations d'ordre narratologique
et qui ne se développe plus que sur un seul plan unique, celui de la fiction. C'est une horizontalisation des voix. Un exemple issu de la piste mongole. Je suis en ce moment Eugenio Tramonti, mais je suis aussi, et à égale validité, tous ceux dont j'ai un jour raconté ou dont je raconterai bientôt, ce qui revient au même, l'histoire. Car tu croyais écrire mon histoire quand c'est moi qui écrivais la tienne, et celle de tous les autres, y compris la mienne. À travers le traitement du concept d'identité, nous nous trouvons donc déjà en présence d'un imaginaire de l'hybride que vient renforcer le surnaturel en exploitant à sa mesure les possibilités de la fiction. J'ai parlé ici de l'hétéronymie, de la métamorphose et de la mise en abîme des voix. Tout comme le motif de l'identité, le cadre spatio-temporel est soumis dans les deux romans à une déformation que l'on peut peut-être mettre en parallèle avec une perception plutôt contemporaine du temps et de l'espace. Le monde d'aujourd'hui, décrit le sociologue allemand Hartmut Rosa, induit une relation au temps qui s'effectue sous le signe de l'accélération à outrance, ce que ce sociologue-là appelle Beschleunigung, et induit une relation donc cette accélération à outrance, c'est quelque chose que, par exemple, l'artiste canadien Douglas Coupland reprend par le terme de proceleration, et qui, selon lui, décrirait l'accélération de l'accélération. Donc, pour Coupland comme pour Rosa, ce nouveau rapport au temps trouve son origine dans les mutations et dans les avancées techniques et informatiques des dernières décennies qui bouleversent notre perception de l'espace et du temps. Citons ici par exemple le développement d'Internet ou les progrès, l'optimisation du domaine aéronautique. À titre d'exemple, je me permets d'évoquer ici que les vols de Munich à Montréal ne durent plus que 8h30 et qu'il est possible aujourd'hui de traverser la moitié de la planète en à peine moins d'un jour, ce qui était bien sûr inimaginable il y a encore quelques décennies. Donc, pour en revenir à la littérature, chez Garcin, cette déformation de l'espace et du temps se traduit par une démultiplication de nombreuses strates spatio-temporelles qui se rejoignent et communiquent entre elles. En l'espace de quelques pages, le lecteur se trouve transporté depuis Paris jusqu'à New York, en passant par Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie, ou encore par le désert de l'Utah, et il traverse tantôt le XXIe siècle, tantôt des passés immémoriaux, tantôt les aires fluctuantes du rêve ou de la fiction. Ces lieux et ces temps, superposés les uns aux autres, sont reliés dans le texte par des lieux de passage, des carrefours, qui relient entre elles les différentes réalités. Ce sont des lieux, ces lieux sont toujours des endroits insolites, tels que des grottes ou des terriers, motifs qui sont chers à Christian Garcin, ou encore ici le lac Baïkal en Sibérie. C'était un lac immense, très profond. Il le savait sans avoir besoin d'y plonger, et aussi très vieux. Voir à travers ce lac, quelque chose le lui soufflait, c'était comme voir le fond des âges, s'approcher d'un passé immémorial, un temps où bêtes et hommes étaient encore mêlés. C'était comme se frotter à l'origine, ou plonger ses yeux dans le manteau d'étoiles qui nous livre le mystère d'un passé inouï. Le lac, ici, est à la fois un lieu de refuge en dehors de l'espace, du temps et de la civilisation, mais c'est également une passerelle entre les différents mondes réels ou irréels et le point d'origine dans lequel toute chose naît et meurt. Dans la terminologie de Gilbert Durand, le Baïkal constituerait ce que Gilbert Durand appelle un des symboles nocturnes d'inversion, de négation du temps par la descente dans les profondeurs de la terre et de l'eau. Ici, le lac correspond parfaitement à cette image. Mais on peut aussi y voir, et c'est la suggestion d'Isabelle Dangui, une métaphore de la fiction elle-même comme lieu de refuge en dehors de l'espace et du temps. Terminus radieux développe une déformation du cadre spatio-temporel tout à fait différente, mais qui poursuit sans doute le même but. Au lieu de démultiplier les époques et les âges, comme le fait Garcin, Volodine, lui, situe son œuvre dans un unique post-espace-temps, si je peux me permettre l'expression, qui radicalise les notions mêmes d'espace et de temps. D'emblée, le livre s'ouvre sur la fin de l'humanité, dans un univers qui propose comme seule référence historique la chute de la deuxième Union soviétique et l'irradiation nucléaire de tout un continent, peut-être même de toute la Terre. Le décor géographique est composé de steppes et de la taïga sibérienne,
et évoque un espace vide et éternel, atemporel. Les personnages du livre, d'ailleurs, sont déjà tous morts et mènent une sorte de vie post-mortem, ni vivant ni mort, dans un univers fortement imprégné du bardo bouddhique, mais qui, au lieu de durer 49 jours, se prolonge chez Volodine sur des mois, des années, des siècles. La notion de temps elle-même finit par se dissoudre. 2 citations. « On est avant et après, même s'il n'y a ni avant ni après. Juste un présent qui commence pas et qui finit pas. » 2e citation. « Le crépuscule les entourait et n'évoluait pas. Depuis déjà longtemps, il n'y avait ni jour ni nuit. Des saisons, oui, mais des jours et des nuits, non. » L'imaginaire spatio-temporel développé par Garcin et par Volodine me semble ainsi prendre le contre-pied du rapport de l'individu au monde contemporain face à l'espace et au temps. Face à l'accélération du temps et à la disparition des barrières spatiales, les 2 auteurs proposent de faire de la fiction un lieu de fuite, mais aussi un lieu d'accueil, en établissant des réseaux de réalité souterrains qui traversent les âges et les temps, comme chez Garcin, ou en recréant un présent immuable après la fin des temps, chez Volodine. Les imaginaires des 2 auteurs, en exaltant des procédés d'hybridation dans leur traitement de l'identité, de l'espace et du temps, instaurent enfin, à une autre échelle, ce qu'on pourrait appeler une hybridité herméneutique. Celle-ci s'appuie sur un brouillage entre les concepts de réalité et d'irréalité pour problématiser le concept même d'interprétation dans le sens de décodage des signes. D'une part, les limites du surnaturel ne sont pas clairement définies, au contraire de récits qui s'apparenteraient au genre du merveilleux ou de la fantaisie. Et d'autre part, le surnaturel ne se laisse pas appréhender par des événements irrationnels isolés ou subjectifs, comme c'est le cas dans des romans de type fantastique, mais se transforme en une atmosphère d'indistinction qui envahit toute l'œuvre. Les personnages ne savent pas s'ils se trouvent dans un monde qui correspond à leur perception de la réalité, ou si le monde n'est plus traduisible par la simple notion de réalité. Le monde diégétique devient un prisme privilégié d'hybridation dans lequel les oppositions s'entremêlent sans être résolues. Il devient dès lors difficile de s'y retrouver, tant pour les personnages que pour le lecteur, puisque toute possibilité d'interprétation rationnelle est remise en question, présentée comme un jeu subverti. La piste mongole, par exemple, se présente comme un récit d'enquête ambigu. Le personnage principal, Rosario, part à la recherche d'un ami disparu, Eugenio, qui lui-même était parti à la recherche d'un autre ami disparu, Evgeny. La présence d'un détective contribue également à mettre en scène dans l'univers diégétique le thème du décodage, de l'interprétation. Et pourtant, tout au long du livre, le lecteur ne cesse de se confronter à l'impossibilité d'une solution positiviste, tant les contours mêmes du monde fictionnel apparaissent comme flottants, déviants, impalpables. La réalité se détourne, se contourne et nous fait passer par des chemins de traverse. Une citation : « La réalité est un amalgame d'expériences qui interagissent selon des lois souvent imprévisibles. On ne la décrypte qu'à peine et toujours selon une grille de lecture extrêmement réduite. » Donc, si la possibilité d'un décryptage se fait fuyante chez Garcin, Volodine lui va plus loin en remettant en cause non plus la possibilité, mais l'utilité même d'une telle grille d'interprétation qui pourvoirait au personnage et au lecteur une structure explicative et rassurante. Terminus radieux fait ainsi de la fiction un espace de pure virtualité, de pure potentialité, où tous les possibles s'embrassent. Il ne s'agit plus de décrypter un code, mais de célébrer au contraire la polysémie dans toute l'irréductibilité de sa pluralité. À l'interprétation des signes, Volodine oppose donc la complète interchangeabilité des signes. Un exemple, belle citation, « Il ou je, peu importe. Neige ou absence de neige, un équivalent absolu. Tunnel de flammes, taïga, kolkhoz ou paysage de steppe, même chose. Ici ou ailleurs, une même pâte onirique. Épaisse ou fluide, peu importe. Même chose pour l'immobilité et l'agitation, le présent proche ou le présent lointain. Même chose évidemment pour la vie d'après le décès, ou la mort vécue en rêve, ou la vie tout court et la mort tout court. Les vivants et les morts,
même personnage de théâtre. Théâtre ou rêve mal dirigé, peu importe. Cette esthétique du peu importe, c'est aussi la négation de la binarité qui oppose traditionnellement les concepts de réel et d'irréel, mais aussi de rationnel et d'irrationnel, c'est-à-dire de surnaturel. La métaphore filée du théâtre tout au long du livre vient rendre compte en outre, j'arrive à la conclusion, de la nature de l'espace fictionnel au carrefour entre mimétisme et création, dans un imaginaire de l'indécidé, mais aussi de l'indécidable. Pour conclure, on peut dire que les deux romans développent un rapport similaire au monde contemporain qu'ils décrivent ou réécrivent par le biais du surnaturel. Grâce à une poétique de l'hybridité, ces textes, d'une part, s'attachent à mettre en fiction le rapport de l'individu au monde, à l'identité, à l'espace-temps et au concept même d'interprétation. Et d'autre part, ils donnent à ces mêmes thématiques un prolongement surnaturel qui permet de renforcer leur illustration. Christian Garcin et Antoine Volodine jouent ainsi sur la porosité des frontières entre l'univers réel et l'univers diégétique, et leurs livres dès lors se font éloge de la fiction dans sa capacité à dire l'ambiguïté et la complexité de notre monde contemporain. L'imaginaire des deux auteurs, mis en forme par le texte, retrouve alors, je pense, de plein pied sa dimension poétique, celle de faire surgir un monde au creux du texte pour faire advenir notre monde à sa signification. Merci.